Bonsoir, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de 85 chrono. Nous sommes ensemble pendant 20 minutes et vous allez tout savoir du week-end sportif qui vient de s'écouler. Au sommaire, ce soir, le week-end s'ouvrait vendredi soir sur la pelouse du stade Massabielle. Place au derby vendéen de National 2 entre les Herbiers et la Roche-VF. Une affiche qui, vous le verrez, s'est ouverte sur une assez improbable histoire de maillot. En rugby, le FC Lyonnais retrouvait son public hier dimanche après-midi. Les Rouges et Blancs recevaient plaisir pour la deuxième journée de Fédéral 2. Une rencontre où le vent et les compteurs à points ont largement tourné. Nous irons aussi du côté de La Ferrière et du complexe sportif où la Nationale 2 masculine reprenait du service. Samedi soir, le quatuor ferriérois Perdriau, Bossis, Merlet, Thomas affrontaient Plérin pour lancer sa saison. Et puis enfin, direction la Motte Achard et les 21 km 200 du parcours du chrono des Achards. L'épreuve de contre-la-montre était de retour pour sa 11e édition. Obstination et persévérance pour celui qui est monté sur la plus haute marche du podium. Vous le verrez, voilà pour le programme de ce lundi 23 septembre 2024. 85 chrono, c'est tout de suite. C'était la saison passée l'une des affiches de haut de tableau en National 2 entre deux prétendants à la montée. En ce début de championnat, l'histoire est tout autre pour l'heure entre les Herbiers et la Roche-VF qui ont démarré timidement. Après avoir remporté leur premier match le week-end passé, les deux formations se retrouvaient vendredi soir au stade Massabielle devant plus de 2200 personnes pour la 6e journée. Et bien difficile de distinguer les Herbretais des Lyonnais en première période. Gros couac de ce début de match, les maillots des deux équipes sont trop ressemblants. Les joueurs s'en mêlent les pinceaux, le public vendéen se manifeste même haut et fort pour un changement de tunique. Un imbroglio qui contribue en partie à offrir une première période plus poussive. Les deux équipes peinent à régler la mire. Le danger est surtout venu d'un homme dans cette première période, Axel Dabin, le Lyonnais virevoltant sur le flanc gauche de l'attaque qui aura donné du fil à retordre à la défense du VHF comme ici sur cette action juste avant la pause. Pas de but donc après 45 minutes, mais bonne nouvelle, une solution est trouvée côté maillot puisque les Herbretais prêtent à leurs homologues un jeu de maillot blanc et bien plus distinctif. De retour sur la pelouse, Axel Dabin pour La Roche s'illustre de nouveau avec cette belle frappe du droit sortie par Jaworski. Thomas Allemand de retour vendredi soir manque ensuite le second ballon. Ça s'ouvre aussi pour les Herbiers. Reda Fresno travaille côté droit, repique intérieur et vient déclencher une frappe certes non cadrée. De loin, c'est cette fois au tour du capitaine Pierre Lavenant de s'essayer, mais là aussi sans réussite. 68e minute, les Lyonnais sont tout proches du 1-0. Ce tir rasant de l'ancien du VHF, Valentin Rémy, flirte avec le poteau gauche. Les Herbiers combinent. Cette fois, Lavenant sert parfaitement Guérino sur la droite. Contrôle poitrine en première intention. Jérémy Billy ne redresse pas suffisamment sa tête. Les Rouges et Noirs sont les plus dangereux dans cette fin de match. Comté hérite du ballon, mais Buaillon se sacrifie. Parfois en manque de justesse technique, les hommes de Laurent David n'abdiquent pas. Guérino, 25 mètres, vient chauffer les gants d'Hamada. Le portier lyonnais de nouveau sollicité sur ce coup franc de Pierre Lavenant. La défense lyonnaise tient bon et s'accroche au point du nul. On en restera donc là, pas de but dans ce premier derby vendéen de la saison en N2. Alors qu'en ont pensé les deux coachs? Réponse au micro de Daniel Lelem. Je pense qu'on a une première mi-temps un petit peu, je dirais un petit peu poussive, où on a eu notamment dans la construction du jeu du déchet et on n'a pas été assez rapide dans nos transmissions, ce qui fait qu'on n'a pas mis à défaut cette équipe. Même si on n'a pas été réellement mis en danger non plus sur la première. Et puis je trouve qu'on fait vraiment une bonne deuxième avec de l'intensité. On a senti que physiquement sur les 15 dernières minutes, on prenait le dessus, on avait des situations. Mais j'oublie pas non plus que Val-Rémy en a une aussi sur un contre. La Roche ne voulait pas perdre ce match non plus. On a essayé, mais il faut reconnaître qu'ils ont très bien défendu. Et que nous, on a manqué un petit peu de justesse dans les derniers gestes ou même dans les frappes qui sont arrivées sur le gardien. Ça reste une bonne deuxième mi-temps, ça reste un bon match globalement. Je pense qu'il y a des bonnes choses, il faut continuer. Depuis le début de saison, il y a beaucoup de jeux, peut-être moins d'occasions ce soir, mais c'est aussi dû à la qualité défensive de l'adversaire. Je pense que les garçons ont fait leur match, je pense que l'équipe a fait son match, je pense que l'équipe méritait mieux. Je pense que voilà, on a les grosses occasions, on a la toute première, on en a deux ou trois autres en première, on n'en a pas beaucoup en deuxième, mais on en a deux franches. Et dans la dynamique qu'on est par rapport à la difficulté de notre début de championnat, c'est vrai que faire un match comme ça et pas prendre les points, ça agace un petit peu. Mais bon, voilà, je ne peux pas reprocher aux garçons d'avoir tout donné, d'avoir fait un match à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Maintenant, voilà, il manque le principal, c'est de scorer, quoi. Et on a senti l'équipe beaucoup plus sereine que sur les matchs précédents. On a eu des prémices ce soir de choses sympas. C'est cette équipe-là qu'on veut voir, c'est cette équipe-là qui est capable d'exister dans le championnat. Donc on a fait un bon match ce soir.
Et avec ce partage des points, aucune des deux formations n'avance véritablement au classement. 10e avant cette journée, les Herbretais se maintiennent au même rang. Idem pour La Roche-Vendée Football qui reste 13e en position de premier relégable. Et puis de son côté, le Vendée Poiret Football qui recevait samedi Saint-Privé-Saint-Hilaire s'incline sur la plus petite des marges, 1-0. Les Genoux sont désormais lanterne rouge de ce groupe B après 6 journées. Et puis un cran plus bas en National 3, fin de série pour La Châtaigneraie. Après 3 victoires consécutives, le groupe de Charles Devineau s'est effondré face à la réserve du FC Nantes, défaite 6-0. Les Châtaigneraiens restent tout de même leader à égalité de points avec Chaland qui a renversé Panazol en toute fin de match pour s'imposer 2-1. Et puis 2 autres succès pour les clubs vendéens samedi soir sur cette 4e journée. La Roche ESO l'emporte 1-0 face à la réserve du Stade Lavallois. Les Ornésiens remontent en 8e position. Et puis avec le même nombre de points, 2 rangs plus haut, on retrouve Fontenay-le-Comte qui s'est imposé sur un score identique 1-0, cette fois face à Choret. Et pour refermer la page football de ce soir, un œil sur un autre très bon résultat. En D3 féminine, La Roche ESO retrouvait Saint-André-d'Ornay hier dimanche après-midi pour la 2e journée. Premier succès de la saison pour les joueuses d'Anthony Gauvin, vainqueur 3-0 face aux Bretonnes de Bréquigny-Rennes. Une victoire qui replace les Ornésiennes au pied du podium. Et puisque l'on parle de La Roche-sur-Yon, je vous propose d'y rester et d'ouvrir la page rugby de ce soir. Pour le compte de la 2e journée de Fédéral 2, le FC Yonnais recevait hier dimanche après-midi l'équipe de Plaisir au stade Henri Desgranges. Battus lors de leur première sortie, les Vendéens visaient un premier succès devant leur public. Et les Rouges et Blancs vont rapidement se mettre en action. 3e minute, le FCY concrétise déjà grâce à cette percée d'Emilien Grisneau, quelque peu oublié par la défense adverse. Genot transforme 7-0 pour La Roche. Les Franciliens vont ensuite venir ouvrir leur compteur sur cette première pénalité réussi par Nathan Silly. 28e minute, Plaisir prend les devants. Après une séquence bien menée, les Plaisirois aplatissent leur premier essai du match par Kevan Delbecq. 10-8 désormais pour les jaunes et bleus après transformation. Dans la foulée de l'engagement en 2 temps 3 mouvements, le FCY retrouve des couleurs. Matoudidi signe le 2e essai vendéen. C'est transformé, La Roche repasse devant 14-10 puis 17-10 après cette pénalité de Genot. Résultat, un essai transformé d'avance à la pause pour les Yonnais. Place au 2e acte, les Plaisirois ont désormais le vent dans le dos et vont user de cet atout pour faire mal aux Rouges et Blancs. Un ballon récupéré sur une touche lyonnaise à 5 mètres de l'embut. Beaugré ramène les siens à 17-15. De nouveau à réaction, les Lyonnais se donnent de l'air. Une action rapidement jouée et aplatie par Luaki. 24-15 désormais, mais 5 minutes plus tard, Plaisir va de nouveau s'illustrer, enclencher la vitesse supérieure. 57e minute, Silly trouve l'espace. Nouvel essai transformé. Les Franciliens reviennent à 2 longueurs avant de définitivement prendre les commandes. 73e minute, ultime essai signé Verès. Les jaunes et bleus ont pris l'ascendant 29-24 et vont tenir ce score jusqu'au bout. Le FC Lyonnais s'incline 32-24 après cette pénalité pour son 2e match de la saison. Quelques regrets forcément pour l'entraîneur Jérémy Luçon, moins pour son homologue plaisirois. Propos recueillis par Daniel Lelanne. Surtout déçu des petites erreurs qu'on est en capacité de faire, des petites choses qu'on les laisse totalement dans le match. Et au final, je pense on doit être en capacité d'être plus serein sur ce qu'on fait, sur ce qu'on doit mettre en place sur le terrain. Et puis à côté de ça, on les laisse vivre sur le match, sur nos erreurs. Et voilà, c'est une équipe qui est très bien, très pragmatique, très, très forte sur les bases. Donc voilà, c'était un match intéressant à jouer. Je pense que il faut qu'on grandisse. On accumule pas mal de fautes sur la fin de match. Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce que je sais pas. Et donc c'est ce qui les met dans l'avancée, c'est ce qui les met à c'est tranquille et puis à la fin ils nous enlèvent le bonus défensif sur la dernière pénalité. Donc non, je pense que c'est nous qui lâchons le match sur le fait que notre discipline nous coûte cher à la fin, quoi. Pas forcément satisfait puisque c'est le premier match à l'extérieur et enchaîner une 2e victoire, c'est forcément un bon résultat. Après ça s'est fait quand même dans la douleur et on s'en sort quand même plutôt bien puisque en 2e mi-temps je pense que La Roche-sur-Yon a eu aussi leur occasion, leur temps fort. Par contre, ils ne les concrétisent pas et nous, on les concrétise. Je pense que la différence se fait là-dessus sur la 2e mi-temps. Et puis, on avait aussi le vent en notre faveur, donc on l'a plutôt bien utilisé. 2e revers en 2 rencontres donc pour le FC Yonnais. Les hommes de Jérémy Luçon sont désormais avant-derniers avec pour seul point celui du bonus défensif glané lors de la première journée. Et puis du côté de la Fédérale 3, pas de match ce week-end pour le RC Sablé. Le calendrier prévoyait un déplacement du côté de Vitré pour les Vendéens, mais je vous le disais la semaine passée, les Vitréens sont forfaits pour l'ensemble de cette saison. Les Azurés Blancs l'emportent
l'emporte donc 25-0 sans jouer. Le RCS est 4e avec 14 unités. Et puis un détour à présent par les parquets de basket. Et pour commencer en National 1 masculine, à l'inverse de leurs homologues rugbyman, les Sables Vendée Basket ont eux bien disputé leur rencontre. C'était aussi face à Vitré. Pour leur première de la saison, sale beau séjour, les Sablais s'imposent 90-72 vendredi soir. 2 points de glané donc pour les Sablais qui remontent à la 10e place. Et puis Chaland se déplaçait à Fougères pour la 2e journée. Le VCB s'incline 91-77 contre la formation bretonne. Les Chalandais sont 6e. Du côté de la Nationale 2 masculine, la première victoire du Montaigu Vendée Basket Club attendra encore un peu. Pour la 2e journée, les Montacutins se rendaient dans le Lot-et-Garonne sur le parquet de Beaupuy. Défaite 79-56 pour les joueurs de Paul Ravon, 12e au classement. Et puis au même étage, toujours en N2, cette fois chez les féminines, la saison s'ouvrait samedi soir pour les espoirs du RVBC. Pour leur premier match de la saison, les Lyonnaises s'inclinent 66-59 contre l'US Orthez. Et à noter qu'après les espoirs, l'équipe première de la Roche Vendée Basket fera son entrée en Wonder League, le nouveau nom de la Ligue féminine, dès ce week-end sur le parquet de Lyon-Asvel. Changement de sujet. Après une saison remarquable, ils étaient passés tout proches l'an dernier d'une montée en N1. L'équipe première de La Ferrière Tennis de Table retrouvait sa salle omnisport samedi soir avec la réception de Plérin pour la première journée de N2. Et puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne, les Ferriérois redémarrent cette saison avec le même quatuor que l'an dernier, un quatuor en maillot bleu composé de son capitaine Mathieu Perdriau, Anatole Merlet, Axel Bossis et Arthur Thomas. À la gauche de l'écran, c'est Anatole Merlet. Sur le papier, les Vendéens apparaissent supérieurs à leurs adversaires costarmoricains et cela se traduit dès la première salve de simple. Sans trembler en 3-7, Axel Bossis et Mathieu Perdriau, ici à l'image avec son superbe coup dans le dos, rapportent les deux premiers points à La Ferrière. Merlet dispose de son adversaire en 5-7. Défaite en revanche pour Arthur Thomas face à Vincent Lenoir. Plérin va venir récolter 2 nouvelles victoires en simple grâce à Thibault Levexier et Clément Marangue, vainqueurs respectifs d'Anatole Merlet et d'Arthur Thomas, sur des 5e sets décisifs très accrochés. Plus tranquille, Axel Bossis et Mathieu Perdriau ajoutent 2 points au compteur des Vendéens. Résultat, La Ferrière mène 5-3 après les simples. Axel Bossis ici à l'image. Place désormais au double. Anatole Merlet et Mathieu Perdriau s'imposent en 4 manches. De son côté, la paire Arthur Thomas Axel Bossis s'en sort sur le fil face au Plérinais. La Ferrière mène désormais 7-3 dans cette rencontre. Il ne reste plus qu'un dernier point à ajouter pour sceller définitivement le premier succès de la saison. Et c'est le capitaine Mathieu Perdriau qui va s'en charger sans trembler, vainqueur 3-7 à rien. Les Ferriérois s'imposent donc 8-3 au total face à Plérin et lance parfaitement cette nouvelle saison. Cédric Manet est allé recueillir le sentiment des 2 capitaines à l'issue de la rencontre. C'était serré, on savait qu'on avait des équipes qui étaient à peu près identiques en classement. Donc on s'attendait à un match très serré. On a tenté un petit coup sur la composition d'équipe pour changer quelque chose et que je ne sois pas dans la même rotation qu'Axel. Je pense que ça nous a pas mal aidé parce qu'Axel fait une belle perf d'entrée. Moi j'arrive aussi à gagner mon match, donc on part à 3-1. Tout de suite la pression elle se retrouve sur les adversaires et puis on a su saisir les opportunités dès qu'on a pu pour faire le break. Le score est un peu sévère au vu du match, mais c'est un super résultat pour nous pour commencer la saison. Ça fait vraiment du bien. On est resté sur un match, une défaite pour la montée en N1 contre la Romagne, mais on est tous ressortis avec une énorme envie derrière d'y revenir. Et puis cet été avec les JO, Félix Lebrun, l'équipe de France, ça donne forcément envie de reprendre la compétition du coup derrière. L'ambition, on aimerait bien monter en N1. On a attrapé une très grosse poule. Je pense qu'on est bien parti. Maintenant, tous les matchs seront importants. À mon avis, l'équipe qui montera s'en sortira pas avec que des victoires. Donc il va falloir jouer tous les matchs à fond. On espérait quand même mieux, en sachant qu'on n'était pas favori parce que La Ferrière a quand même une bonne équipe. L'année dernière, on était arrivé avec une équipe un peu moins forte. On avait perdu 8-2. Cette année, on espérait faire un petit peu mieux et plus s'accrocher. Il y a des très bons joueurs en face sur lesquels ça montre qu'on n'était pas tout à fait encore au niveau, quoi. Il y a eu de la réussite, mais ça fait partie du jeu. Moi, je sais que je gagne un match aussi où finalement je dois le perdre. Donc bon, ça fait partie du sport. Mais c'est vrai que le score à la fin 8-3 est serré. On aurait tiré un 8-5, on n'aurait pas été mécontent. Mais là, bon, on repart un peu avec le goût de la défaite amère. Et on fera mieux sur le reste de la saison. Entrée en matière donc plus que réussie pour La Ferrière Tennis de Table dans cette nouvelle saison de N2 avec ce premier succès 8-3. Les Vendéens sont co-leaders de leur groupe. Le prochain rendez-vous, ce sera dans 15 jours dans les Landes face à Mont-de-Marsan. Et puis les derniers classements de ce soir nous emmènent sur les terrains de hand. La Roche-sur-Yon poursuit son entame de championnat quasi parfaite. Samedi soir à la salle Omnisport, les Lyonnaises ont corrigé Celles-sur-Belle 30-20 avec 2 victoires et un nul en 3 matchs. Le groupe de Félix Charbonneau est 3e de sa poule. Et puis un étage en dessous en National 2 masculine. Pouzauges confirme le PVHB qui recevait Angers samedi soir. Celle de l'Étoile l'emporte 31-29 et signe une 2e victoire consécutive, synonyme d'une 7e place.
Allez, c'est un rendez-vous cycliste devenu l'un des incontournables de la fin de saison en Vendée. Épreuve de contre-la-montre organisée autour des Achards. Vous l'avez deviné, hier dimanche se disputait la 11e édition du Chrono des Achards. Une édition organisée comme toujours par les Sables Vendée Cyclisme avec plusieurs épreuves au menu pour les catégories U15, U17, U19 seniors, à la fois chez les garçons comme chez les filles. Et puis se tenait aussi l'épreuve élite. Le double vainqueur et spécialiste de l'épreuve, Mathias Ribeiro da Cruz, pas présent cette année. La course s'avérait donc plus ouverte. Un parcours de 21 km 200 avait été tracé pour la soixantaine de coureurs, des catégories donc U19, senior et élite. Premier départ à 14h, vous l'avez vu, de la place de l'Hôtel de Ville de la Motte-Achard. Direction ensuite le sud et les abords de Saint-Mathurin. Passage par la Grande Nilière avant de remonter par le nord. Les coureurs ont ensuite traversé la Chapelle-Achard et le Moulin des Landes avant de retrouver l'arrivée située au même niveau que le départ. Le meilleur temps est lui et bienvenu de la course élite homme avec Grégory Pouvreau qui en termine en 25 minutes et 43 secondes. Le coureur du team Vendée a véritablement écrasé l'épreuve puisqu'il relègue après d'1 minute son dauphin Romain Loira de Saint-Herblain. Mathéo Bouillet du VC Lucéen complète enfin le podium. Une belle et juste récompense pour Grégory Pouvreau, passé par le CREF et futur coureur du Paris Cycliste Olympique, puisqu'il avait terminé 3e en 2021 et était resté sur 2 deuxièmes places en 2022 et 2023. Vous le voyez ici. Et puis chez les féminines, le meilleur temps est signé Sylvia Le Glut, 41e au scratch pour l'équipe Lanester Woman Morbihan. À noter aussi et surtout le 5e temps chez les féminines pour Sarah Pope, la championne de France amateur de la Dynamips Clarisse Automobile Roche Vendée Cyclisme. Ça juge ainsi le titre de championne de Vendée du contre-la-montre. Quelques réactions au micro de Cédric Manet, à commencer par celle juste ici du vainqueur du jour, Grégory Pouvreau. La première partie, le vent était quand même 3/4 face, donc je suis bien parti, mais bon, ça reste le départ, donc fallait pas tout mettre non plus. Une belle gestion au départ. Et après, il y avait une partie un peu plus vent de dos où là j'ai levé légèrement le pied, on va dire. Ça reste un chrono, donc on est quand même à fond, mais lever légèrement le pied pour souffler un coup et finir très fort, ce que j'ai réussi à faire. Et donc je suis content de ma gestion et de mon chrono. J'ai vraiment l'habitude de faire ça et ouais, je connaissais chaque recoin de la route, comment fallait rouler, où fallait se placer sur la route. Et voilà, c'est normalement le chrono en lui-même, c'est juste une dernière danse, on va dire, et pour confirmer tout le travail qu'on a fait avant. C'est une course de fin de saison, donc on est là pour l'ambiance et pour finir la saison correctement, donc mission accomplie. Et j'aime bien les bosses, mais par contre, c'est les parties faux plat montant avec le vent. J'ai pas la force en ce moment pour emmener ce qu'il faut. Pour préparer la prochaine saison, on va faire des stages en hiver. On va faire un gros bloc d'endurance et puis faire le job tout au long de la saison, manger bien, boire bien, dormir bien, le b.a.-ba. Quand on a créé ce contre-la-montre, c'était d'abord pour se rapprocher du chrono des nations, pour envoyer les meilleurs amateurs éventuellement en préparation du chrono des nations. Et oui, ça a une grosse importance parce qu'aujourd'hui, on a nos partenaires locaux et c'est ce qu'on souhaite, provoquer un lien entre le milieu économique et sportif. Donc pour nous, oui, ça a une très grosse importance, oui. Et puis un autre coureur vendéen a lui aussi brillé ce week-end. Émilien Janière s'adjuge samedi la Coupe de Belgique, la Lotto Cycling Cup. Le coureur du team Total Energy s'est classé 22e de la dernière manche de l'épreuve, le championnat des Flandres, mais suffisant en revanche pour préserver la tête et donc devenir le premier Français à remporter la Coupe de Belgique. Et puis elles aussi ont filé à toute allure ce week-end. Nous vous en parlions jeudi dernier dans 85 chronos. Le Racing Car lyonnais organisait la dernière manche des championnats de France de voitures radiocommandées à l'échelle 1/5, soit des modèles d'environ 60 cm pour 10 kg. Ça se passait sur la piste des Oudéry à La Roche-sur-Yon. Et parmi les résultats, à noter que c'est Olivier Sampietro qui remporte cette dernière manche dans la catégorie proto-électrique. Coup de chapeau également à Arthur Simon, titré en catégorie GT nationale, lui qui est déjà champion d'Europe à 13 ans seulement. Autre discipline et autres images, cette fois venues de la Manche. Depuis le 13 septembre se disputait la CIC Normandie Channel Race, course en double réservée aux classes 40. Et parmi les engagés, le classe 40 groupe SNEF, emmené par le Vendéen Xavier Macaire et Carlos Manera Pascual. Longtemps bien placé, le duo a été contraint à l'abandon vendredi dernier en raison de la rupture du câble d'étai qui permet de maintenir le mât vers l'avant. Les deux skippers ont pu rallier Roscoff vendredi soir. Un nouvel étai devrait être posé rapidement avant de rallier les sables dans la foulée. Et puis à noter, vendredi, vous le voyez ici, c'est l'équipage complet
composé de Fabien Delahaye et Benjamin Schwartz qui a remporté cette CIC Normandie Channel Race à bord du Classe 40 Le Galet. Et puis, avant de se quitter, dernier résultat en karaté. Le Fontenay Karaté Shotokan était ce week-end engagé au Portugal pour l'Open International de Lisbonne. Et très belle moisson de médailles pour le club fontenaisien qui revient en Vendée avec pas moins de 15 médailles, dont 4 en or, remportées par Nawel Arné et Jasmine Saidi, que vous voyez ici à l'image, ou encore par Anissa Benawisha et Kélia Sedira. Voilà, c'est tout pour ce lundi 23 septembre 2024 du côté des terrains. Puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, vous le savez, on se retrouve dès ce jeudi soir pour un nouveau numéro de 85 chrono. On parlera trail et course à pied avec nos invités des runners de la Digue qui organisent la 7e édition du trail de Nantes à Montaigu. Très belle soirée et belle semaine sur TV Vendée.